Merci Clara. On va donc pouvoir parler maintenant de transport. Transport qui est un secteur qui est hyper important, qu'il soit de passagers ou de marchandises, rural ou urbain, de courte ou de longue distance. Ça impacte le quotidien de chacun, de nous tous, mais aussi bien que notre modèle économique, la façon dont notre économie vit aujourd'hui. Le transport, il est responsable aujourd'hui de plus du quart des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire français, principalement liées à des émissions diffuses, car liées à la voiture individuelle. Le transport, c'est aussi le seul secteur qui ne connaît pas de baisse tendancielle de ses émissions depuis les années 2000. Avec un objectif de réduction de 28% des émissions pour 2028, fixé par la deuxième stratégie nationale bas carbone, la décarbonation des transports soulève des problématiques très transverses qui vont de la gestion des infrastructures à la sécurité énergétique, aux inégalités territoriales, économiques ou à la santé publique. Pour comprendre une partie de ces enjeux et cerner les voies possibles pour les résoudre, on a la chance d'avoir trois spécialistes ici présents ou à Paris en visio de la décarbonation des transports. D'abord François Mirabel, qu'au Master Rose on connaît bien puisqu'il est professeur d'économie à l'Université de Montpellier et qui nous donne des cours également, et membre du conseil d'administration scientifique du Comité national routier. Monsieur Samuel Dehaye, qui est responsable innovation et prospective énergétique à la SNCF, et monsieur Alexandre Stuber, responsable climat et décarbonation à Air France. Merci à vous trois, encore une fois, d'être présents pour cette table ronde que nous aborderons autour de trois grands thèmes. D'abord, un état des lieux des émissions de gaz à effet de serre et des leviers de réduction possibles pour chacun des secteurs de la mobilité. Ensuite, nous ferons un focus sur l'utilisation des nouveaux vecteurs énergétiques. Et enfin, nous parlerons des évolutions politiques et réglementaires qui impactent les besoins en mobilité. Je vais me tourner vers Alexandre Stuber. Vous êtes du coup responsable climat et décarbonation à Air France. L'aviation, ça représente que 4% des émissions de gaz à effet de serre du transport intérieur en France, mais c'est quand même le mode de déplacement qui est le plus émetteur par passager. Quels sont donc les leviers qu'utilise Air France pour réduire ces émissions ? Bon, bonjour à tous. Est-ce que vous me confirmez que vous m'entendez bien pour commencer ? Très bien. Très bien. Bon, d'abord, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger sur ces sujets. En effet, l'aviation, et je pense que vous le savez tous, c'est un des secteurs les plus difficiles à décarboner, en particulier du fait de son intensité énergétique, vous mentionniez. On a à notre disposition plusieurs leviers sur ces sujets-là. Le premier, c'est finalement le renouvellement de notre flotte. Je mentionnais l'intensité énergétique du secteur. On est également très capitaux-intensif côté transport aérien. Donc il faut savoir que côté du renouvellement de notre flotte, on investit annuellement de l'ordre d'1 milliard d'euros dans le renouvellement de notre flotte. Et ce, malgré le grand creux d'activité lié à la crise Covid. Donc ce premier levier de renouvellement de flotte, vous l'avez peut-être en tête, on remplace nos avions long courrier avec des appareils nouvelle génération, type A350, sur le court et moyen courrier, sur des avions type A220. Et ces avions, respectivement, ils consomment de l'ordre de moins 15 à moins 25% par passager kilomètre. Ça, c'est le premier levier qu'on a à disposition. Renouvellement de notre flotte. Un second levier, qui est d'ordre 2 par rapport à ce premier, mais qui est également à notre disposition, c'est finalement ce qu'on appelle chez nous l'écopilotage. C'est les voies et moyens finalement qu'ont les pilotes à disposition d'un point de vue pilotage, de minimiser la consommation d'énergie et de kérosène au travers de leurs opérations. Pour donner un exemple, qui est l'exemple le plus connu, c'est ce qu'on appelle, nous, les descentes continues. C'est-à-dire que quand vous arrivez en approche d'un aéroport, plutôt que de faire des descentes par palier, vous faites une procédure dite descente continue qui permet de consommer moins de carburant pour cette approche. Et le dernier levier qu'on commence à mobiliser, mais qui reste encore peu effectif à ce stade, mais qui est amené à prendre de plus en plus de place, c'est finalement changer le vecteur énergétique qu'on mobilise. Donc aujourd'hui, kérosène fossile, et aujourd'hui à des faibles échelles, mais demain à des niveaux de plus en plus importants, les carburants d'aviation durable, qui correspondent finalement à des carburants qui mobilisent d'autres choses que du pétrole fossile. Donc voilà en creux les grands leviers. Vous mentionniez rapidement la SNBC et le fait que le secteur des transports est en effet l'un des seuls à être sur une trajectoire qui n'a pas encore infléchi sa courbe. À noter qu'on a communiqué sur des objectifs, en particulier sur ce périmètre SNBC, nous, groupe Air France KLM, avec par exemple un objectif de réduction de 10% en 2025 de nos émissions en valeur absolue
en 2025 par rapport à 2019. Donc on commence à toucher du doigt cette inversion de courbe, en particulier côté du groupe Air France. Ok, merci beaucoup. Je vais me tourner vers François Mirabel. Vous êtes économiste spécialiste des transports et de l'énergie, ainsi que membre du conseil d'administration et scientifique du comité national routier, je l'ai déjà dit. Le transport routier, ça représente 95% des émissions de gaz à effet de serre de la mobilité. Comment on peut imaginer décarboner rapidement le quotidien de millions de personnes ? Alors déjà, merci beaucoup pour l'invitation et puis félicitations à la promotion pour l'organisation parfaite de cette journée. Alors le transport routier, c'est effectivement 90-95% des émissions de gaz à effet de serre. Et puis au sein du transport routier, c'est quand même 52% voitures particulières, c'est 25% poids lourds et c'est 15% véhicules utilitaires légers, de manière à ce que vous puissiez avoir un peu le panorama. Et puis vous dites décarboner rapidement, on vient de parler de stratégie nationale bas carbone. Effectivement, ce matin, les chiffres ont été donnés pour le transport. On parlait en 2030 de 92 millions de tonnes. Donc on va dire le transport est moins impacté. Mais je rappelle quand même que dans 25 ans, pour 2050, c'est la décarbonation. C'est en gros 4 millions de tonnes équivalent CO2. Donc voilà, je pense que le chemin à parcourir va être assez brutal d'ici 2050. Alors les leviers... J'ai envie de reprendre la typologie qu'on a tous en tête lorsqu'on parle de prospective, c'est-à-dire la dimension techno et la dimension comportementale. On dit souvent, il y a le pari technologique et le pari sociétal. Et je trouve que ça passe par, les technologies de demain. Donc le premier levier, c'est la question d'efficacité. Avec, alors ça vient d'être dit par M. Stuber, décarboner les vecteurs énergétiques utilisés, c'est-à-dire passer des véhicules thermiques aux véhicules électriques, hydrogène, pourquoi pas. Et deuxièmement, améliorer l'efficacité énergétique des véhicules. Ça, on aura l'occasion certainement d'en reparler. Et puis, il y a le deuxième volet, les changements sociétaux qu'on attend, changement de comportement, et tout ce qui est sobriété. Alors, derrière la sobriété, il y a Negawatt qui avait une typologie des sobriétés que je trouve assez intéressante. C'est de dire, il faut maîtriser la demande. Et la maîtrise de la demande, c'est pas gagné. Quand on veut réduire les voyageurs kilomètres ou les tonnes kilomètres, ça va être compliqué en 2050. Donc, cette sobriété d'usage, il va falloir s'y atteler. Deuxièmement, c'est le transfert modal, c'est-à-dire s'assurer qu'on a une sobriété effectivement de substitution qui permet effectivement d'orienter vers des modes alternatifs beaucoup moins carbonés. Et puis, troisièmement, augmenter le taux de remplissage avec deux types de sobriété. La sobriété dimensionnelle, faire en sorte que les véhicules utilisés soient adaptés aux usages. Je suis désolé, mais rouler en 4x4 dans des espaces urbains, ça n'a aucun sens. Et puis ce qu'on appelle aussi la sobriété collaborative. C'est-à-dire à un moment donné, peut-être dire le covoiturage et l'autopartage sont des solutions. Et puis il y a d'autres leviers que je trouve intéressants. On a tendance à segmenter un peu les analyses. Aujourd'hui, on dit il y a le transport routier, M. Mirabel, il y a M. Stuber qui représente le transport ferroviaire, le transport aérien, pardon, l'inverse, excusez-moi. Il y aurait eu le transport maritime peut-être. Finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas penser peut-être la décarbonation de la mobilité à travers l'intermodalité ? Je veux dire, aujourd'hui, on n'imagine pas continuer à rouler en voiture dans les villes de demain. Par contre, il va bien falloir acheminer les personnes jusqu'au port de la ville. Donc, on aura besoin de trains pour venir en ville et puis ensuite assurer des transferts modaux vers la voiture, complémentarité des modes. Peut-être, vous allez en parler, mais le transport combiné rail-route, qui certainement pour du 44 tonnes va représenter à longue distance des enjeux importants pour demain, mais nécessitera des investissements colossaux avec des plateformes dignes de ce nom, avec des investissements pour que les temps de transbordement soient suffisamment courts pour que derrière il y ait une vraie concurrence avec le transport routier de marchandises. Voilà, j'ai essayé d'être le plus bref possible. C'est parfait. Et vous lancez bien la transition pour M. Dehaye, qui est responsable innovation et prospective à la SNCF. Le train, c'est aujourd'hui le transport décarboné privilégié, notamment avec l'intermodalité, du coup. Comment la SNCF continue à agir pour poursuivre la décarbonation de la mobilité à l'échelle nationale ? Bien, bonjour à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Alors vous avez raison de rappeler que le ferroviaire est un des transports qui est le plus largement décarboné. Pour qu'on ait tous en tête les ordres de grandeur, si on prend l'année 2019 qui est pour nous une année de référence, pré-Covid, pré-crise énergétique, on transportait à peu près 11,4% des voyageurs sur le territoire français et on ne représentait que 0,6% des émissions de gaz à effet de serre pour le transport. Si on parle d'une échelle de valeur, pour un trajet TGV, c'est 1,7 g de CO2 par voyageur kilomètre. Et pour un vieux TER qui doit monter la ligne des Alpes, on sera autour de 24 ou 25 grammes de CO2 voyageur kilomètre.
Alors qu'est-ce qui va nous permettre d'atteindre cette performance? Alors c'est essentiellement l'électrification et le fait de concentrer nos voyageurs sur des lignes qui sont électrifiées. En 2023, c'est 87% du trafic ferroviaire qui se fait sous ligne électrifiée. Et pourtant, on n'est pas au bout, notamment dans le transport régional et les transports de fret, comme ça vient d'être évoqué, où nous utilisons encore du gasoil. On a dans vos TER, en région, 1200 trains encore qui fonctionnent au gasoil. Alors c'est soit 100% gasoil, soit ce qu'on appelle bimode, donc avec un gasoil et un pantographe pour pouvoir circuler sous caténaire. Et nous utilisons aussi des énergies fossiles dans les bâtiments tertiaires, nos technicentres, notamment pour des besoins de chauffage. Et donc, pour répondre à cette problématique de la sortie des énergies fossiles, on s'est fixé un cap, c'est le zéro émission nette à 2050. Alors, comme toute entreprise industrielle qui se fixe un cap très ambitieux et à très long terme, on a beaucoup de défis devant nous. Je vais vous en citer deux qui me semblent sortir un peu des lieux communs. Le premier, c'est qu'on a eu en 2020 une loi qui s'appelle la loi LOM, et qui confie aux régions de France, qu'on appelle les autorités organisatrices des mobilités, la responsabilité des investissements dans le ferroviaire, et qui va devenir petit à petit propriétaire des actifs ferroviaires, notamment les technicentres et le matériel roulant. Et en fait, avec cette nouvelle responsabilité, elles sont face à un choix technologique qui n'est pas facile à faire. On est sur des technologies qui ne sont pas matures aujourd'hui, on n'a pas le retour d'expérience suffisant pour faire des investissements massifs, et pourtant, si on veut tenir les objectifs, il faut qu'on les fasse à très court terme. Et en plus de ça, ils doivent le faire dans une gestion des parties prenantes qui est très complexe. Eux, ils sont évidemment donneurs d'ordre, mais il faut travailler avec les constructeurs de trains, avec les exploitants ferroviaires. Bien sûr, il faut que ça corresponde aux besoins des voyageurs. Donc voilà, il y a une gestion des parties prenantes très importante à mettre en place sur ce sujet-là. Et le deuxième défi que je voudrais mettre en valeur, c'est la durée de vie des produits ferroviaires. Un train, c'est 40 ans. Notre infrastructure, c'est 100 ans. Donc on n'a pas 10 opportunités pour changer de modèle énergétique. Pour le train, c'est tous les 20 ans, c'est ce qu'on appelle les opérations mi-vie, où on peut changer une motorisation. Et pour le réseau, c'est ce qu'on appelle la régénération, et c'est pareil, c'est plusieurs décennies. Donc il ne faut pas se tromper, on a un time to market qui est très très serré si demain on veut améliorer significativement notre bilan environnemental. Pour répondre donc à ces défis et puis globalement à l'ambition, on s'est fixé 4 objectifs. Le premier objectif, c'est l'efficacité énergétique. C'est 20% d'efficacité énergétique par passager entre 2015 et 2025. On est au bout de ce programme-là. On a parlé tout à l'heure d'éco. Alors nous, on appelle ça l'éco-conduite dans le ferroviaire, c'est-à-dire qu'on aide les conducteurs à mieux conduire leur train pour réduire leur consommation. Ça, c'est le principal facteur. On travaille sur l'allègement des matériaux, on travaille sur l'aérodynamisme. Donc on a plusieurs facteurs et on est au bout de ces 20% d'amélioration de l'efficacité énergétique. Il y a un deuxième objectif, c'est la transition, donc sortir des motorisations fossiles. Là, on a un objectif, c'est 30% de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 2015, dans la partie traction ferroviaire, et on a un équivalent pour le bâtiment, c'est 50% de réduction. Troisième objectif, c'est le verdissement de nos achats d'électricité. On est un très gros consommateur d'électricité, le premier consommateur industriel de France, et donc on a pour objectif en 2035 d'avoir 50% de nos achats d'électricité qui soient renouvelables. Et enfin, le dernier objectif, alors lui, il dépasse un peu le zéro émission net, c'est on veut doubler la part modale du ferroviaire entre 2030 et 2040, à la fois pour le voyageur et pour les marchandises. Merci beaucoup. Je vais me retourner vers M. Stuber. Où plus de 90% des émissions d'Air France sont liées au kérosène. 80% c'est la combustion directe et 20% la production et le transport de kérosène, donc le scope 3. La réduction de l'usage des énergies fossiles est donc centrale. Quelles sont les possibilités technologiques qu'envisage Air France pour réduire cette dépendance? Ouais, très bonne question. Je me permets juste avant de répondre à celle-ci de rebondir sur ce qui a été dit, et notamment les sujets d'intermodalité. On pourrait penser qu'Air France n'est pas nécessairement concerné par le sujet, mais je tiens à mentionner quand même les mesures qui sont mises en œuvre chez Air France sur ce sujet d'intermodalité. Vous l'avez peut-être pas en tête, mais il y a une offre qui relie finalement Air France et la SNCF qui s'appelle l'offre Train Plus Air et qui consiste finalement à proposer à nos passagers qui partent de régions sur des vols long courriers d'effectuer leur trajet de région vers la plateforme de CDG, justement en TGV, mais avec un billet qui comprend finalement l'ensemble des deux tronçons. Donc, dit autrement, un passager réservant sur Air France un billet Train Plus Air avec une seule réservation est capable de faire son segment TGV puis son vol long courrier avec une totale digitalisation du produit. Et il y a quelques mois, on est passé de 25
point de départ gare TGV à un peu plus de 41. Donc un produit qui a le mérite d'exister et qui prend de plus en plus d'ampleur et dont l'offre s'étoffe. Sur votre sujet lié au combustible fossile, alors évidemment, nous, quand on regarde finalement nos émissions en tant que compagnie aérienne sur la logique scope 1, 2, 3, en effet, on a plus de 90% de ce scope 1, 2, 3 qui correspond à nos sujets de kérosène, consommation de kérosène. Comme vous l'avez dit, il y a 80% du sujet qui est chez nous, à la combustion, mais il y en a quand même 20% qui est en amont, chez nos confrères pétroliers, liés à leurs activités d'extraction, de raffinage et de transport du kérosène. Vous mentionnez quelles possibilités technologiques, je l'ai un peu mentionné, mais le sujet pour nous, c'est finalement de passer sur des combustibles qui ne sont pas fossiles, donc les fameux SAF ou carburants d'aviation durable, qui permettent finalement d'être incorporés dans nos avions sans changer aucunement les opérations et de s'émanciper de la partie consommation de kérosène fossile. Aujourd'hui, les carburants d'aviation durable qu'on mobilise, ils sont liés à une technologie qui est mature et disponible à l'échelle industrielle, qui correspond à une filière qui s'appelle EFA, mais qui peu ou prou mobilise tout ce qui va être huile de cuisson usagée ou graisse animale, enfin toutes les graisses finalement, qui vont être traitées et raffinées sur des procédés relativement similaires à ce qui peut être fait dans une raffinerie, à tel titre que, par exemple, vous avez un acteur comme Total Energy qui est capable, dans une raffinerie historique, d'aller incorporer des batchs d'huile de cuisson usagée. Aujourd'hui, c'est ces types de carburants sur lesquels on repose. On sait bien que ça aura une certaine limite à moyen terme. Et donc, le sujet qu'on a d'ores et déjà, c'est d'aller s'assurer du développement d'une filière de carburants d'aviation qui mobilisera non plus de la ressource biomasse, mais d'autres ressources que sont l'électricité et le CO2, pour développer une filière de production de carburant d'aviation durable synthétique, qu'on appelle e-SAF ou e-fuel. Parfait, merci beaucoup. Je vais me tourner vers M. Dehaye. Le ferroviaire représente 90% de la mobilité électrique en 2019. Pourtant, vous en avez parlé un petit peu, la SNCF et l'œuvre pour une diversification de ses carburants. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu plus et des différents scénarios technologiques que vous envisagez? Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs réponses à la question de la transition écologique. La première, elle est historique, c'est l'électrification. Il n'y a pas de meilleure solution pour décarboner la mobilité. Le problème de l'électrification, c'est le coût. Dans un cas favorable, électrifier 1 km, c'est 1 million d'euros. Dans les cas défavorables, ça peut monter à 5 à 6 millions d'euros. Donc quand on a vraiment une forte densité de voyageurs, bien sûr, ça se justifie. Dès lors qu'on est dans les lignes du territoire, avec peu de fréquentation, ça devient très compliqué à financer. Ça nous laisse donc, notamment pour ces lignes du territoire, la possibilité de décarboner la traction à bord du train. On regarde à ce titre-là deux scénarios, un scénario de transition et un scénario plus long terme. Dans le scénario de transition, on a deux technologies sur lesquelles on mise aujourd'hui. La première technologie, c'est le train hybride. On a enlevé 2 des 4 moteurs diesel dans nos trains, qu'on a remplacés par des batteries. C'est quasiment équivalent à ce qui se fait dans les voitures hybrides aujourd'hui. Et grâce à l'hybridation du train, on peut récupérer l'énergie de freinage, réduire notre consommation énergétique de 20% et autant d'émissions, évidemment, de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est une solution qui est assez séduisante parce que le coût du rétrofit pour intégrer les batteries, il est relativement maîtrisé. La deuxième solution de transition, ça a été évoqué, c'est les biocarburants. Alors ça, c'est très intéressant pour nous parce que quasiment très peu de capex à faire pour pouvoir circuler avec du biocarburant. Alors on a un surcoût au niveau du litre de biocarburant à la pompe, mais c'est des choses qui peuvent se gérer. Et on regarde 2 technos de biocarburant, le B100 qui est issu d'huile de colza, 2e génération, et aussi l'HVO qui a été mentionné préalablement sur notamment les huiles usagées. Donc c'est 2 technologies, hybrides et biocarburants, comme des solutions de transition. Maintenant, si on se projette à plus long terme et qu'on veut se rapprocher je dis bien se rapprocher du zéro émission, il y a 2 autres technologies qu'on regarde. La première, c'est l'hydrogène. Alors, le train hydrogène, c'est
on a remplacé le moteur diesel et les réservoirs par une pile à combustible, une batterie et des réservoirs hydrogène dans lesquels on a mis 180 kg à peu près d'hydrogène. Ça nous permet d'atteindre aujourd'hui 600 à 700 km d'autonomie, donc se rapprocher à quelques centaines de kilomètres près de l'autonomie d'un train diesel. On a aujourd'hui notre premier train hydrogène qui est sur banc d'essai chez notre partenaire Alstom, et on vise des premières circulations commerciales début 2026. À titre plus exploratoire, dans le domaine de l'hydrogène, on regarde l'hydrogène liquide pour augmenter l'autonomie, ou encore les moteurs à combustion hydrogène. Bon, l'hydrogène, c'est intéressant, mais on a quand même beaucoup de défis avec cette techno-là. La première et la plus importante de toutes, c'est le coût. C'est le coût en CAPEX pour installer les équipements dans nos trains, et c'est le coût de la molécule à l'achat pour faire l'approvisionnement. On a aussi des problèmes de fiabilité des équipements, des sujets. Alors, je ne vais pas dire qu'on a des problèmes de sécurité, puisqu'on ne transige jamais sur la sécurité de notre côté, mais on a vraiment des sujets pour rester, bien sûr, dans les normes ferroviaires en intégrant l'hydrogène. Et puis, je l'évoquais très rapidement, la disponibilité de la molécule. Deuxième technologie pour la transition à long terme, c'est le train à batterie. Alors le train à batterie, il est intéressant notamment d'un point de vue économique, plus intéressant que l'hydrogène, mais il a un défaut majeur, c'est l'autonomie. Pour le coup, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas augmenter la masse de nos trains de manière indéfinie. Hein. Et aujourd'hui, ce qu'on peut mettre comme batterie dans un train, ça nous garantit 80 km d'autonomie. 80 km d'autonomie, c'est compliqué à gérer dans une exploitation ferroviaire. Donc ça nous laisse deux possibilités. Soit on revoit toute l'exploitation et on fait des systèmes de navettes sur des circulations courtes. Ça ne va pas marcher partout, ça c'est certain. L'autre possibilité, et on travaille avec ça avec les ingénieries de SNCF Réseau, c'est d'électrifier ce qu'on appelle faire de l'électrification partielle. Donc en fait, on électrifie des bouts de l'infrastructure, et en fait, le train, quand il arrive, a un besoin de recharge, il passe sous caténaire, il recharge sa batterie et il repart pour un tour. Mais là, puisqu'on réintègre de l'électrification, on a un sujet de coût. Voilà. Mais pour ces deux sujets-là, évidemment, l'innovation, la direction dans laquelle je suis, évidemment, joue un rôle central pour relever ces défis. Très bien. Merci à vous deux sur ces solutions un peu technologiques. Maintenant, si on essaie de regarder d'un point de vue un peu plus macroéconomique, notamment François Mirabel, en tant qu'économiste de l'énergie et des transports, la transition énergétique, elle requiert de faire aujourd'hui des choix technologiques qui vont être déterminants à l'avenir, notamment faire une filière hydrogène complète ou électrifier la majorité des transports. Comment on peut arbitrer économiquement entre différentes voies technologiques ? Alors, je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites, à la fois par mes collègues et puis tout à l'heure à la table ronde sur le secteur industriel. Si j'essaye d'être assez court, je pense qu'il y a quand même des grandes questions à se poser et qui ont été abordées ce matin et même sur cette table ronde. Il y a d'abord, ça a été souligné, la question centrale de l'incertitude pour les acteurs économiques qui ont besoin de visibilité dans tous les investissements qu'ils doivent faire. Je prends un exemple dans le transport routier de marchandises. Au Comité national routier, je discutais avec un transporteur routier de marchandises, et il me disait, en fait, avant 2018, j'ai investi dans une partie de ma flotte au gaz, parce que c'était très intéressant financièrement. Et puis, la crise est arrivée avec une flambée des prix du gaz, et toute cette flotte-là s'est retrouvée à l'arrêt parce que le coût de circulation était beaucoup trop élevé. Donc on le voit, ce matin à la table ronde, on a parlé de visibilité économique. On parle aussi d'une visibilité réglementaire, puisque ce qu'il faut, c'est aussi une stabilité dans les règles qui vont être mises en place et l'importance de la planification, de manière à y voir clair dans les filières qui seront développées. Il y a un deuxième point important, c'est la question de l'irréversibilité, et ça vient d'être souligné, c'est-à-dire le fait qu'en économie, on appelle ça les chemins de la dépendance. On appelle ça les phénomènes de verrouillage technologique. Et on le sait plus qu'ailleurs, dans les réseaux, lorsque vous empruntez une voie technologique et une trajectoire, il est très compliqué de revenir en arrière. Et donc ça nécessite effectivement de faire les bons choix et d'être là aussi accompagné et de sécuriser les filières industrielles qui sont associées. Donc ça, c'est un deuxième point que je trouve extrêmement important. En essayant, et c'est pas simple, de regarder les technologies du point de vue de celles qui sont les moins coûteuses par émissions évitées, puisque notre problématique aujourd'hui, c'est la décarbonation des transports. Troisième point qu'il faut regarder, c'est la question des sources énergétiques, ça a été évoqué ce matin, la sécurité d'approvisionnement et la concurrence vis-à-vis d'usages alternatifs.
On vient de le voir avec le transport ferroviaire, une des grandes questions, demain, ça sera l'électrification des usages. Et que quand on regarde, alors le rapport RTE qui est très souvent cité, mais avec des hypothèses qui peuvent être contestées, mais malgré tout, le transport aujourd'hui, je crois que c'est 15-17 TWh de consommation. 2050, ça sera 100 TWh. On vous dit en 2035, les véhicules électriques, si on est sur l'hypothèse de 15 milliards de véhicules électriques, pardon, 15 millions de véhicules électriques, ça veut dire que RTE nous dit on pourrait avoir 15 TWh de consommation supplémentaire, des appels de puissance entre 4 et 8 gigawatts. Question, il va falloir gérer tout ça, même si on nous explique qu'il y a l'électricité bon marché. Il y aura certainement des tensions sur l'approvisionnement en électricité. Et c'est ce qui a été souligné par M. Deshaies. Cette question-là, pour moi, elle est centrale. Le coût économique global, qui est le dernier point sur lequel je dirais un mot, et effectivement, les arbitrages, ils doivent intégrer le coût monétaire, mais aussi l'ensemble des coûts externes, y compris au-delà des émissions, les coûts liés à la pollution. Alors, il y a l'analyse du cycle de vie, bien sûr, ça a été évoqué, c'est-à-dire raisonner du puits à la roue, de manière à ce qu'on ait une vision globale. Et quand on regarde les véhicules électriques, évidemment, alors on est encore sur des petites berlines qui ont des batteries à 40, ouais, à peu près 40 kWh. On est sur, on va dire, quelque chose qui reste très différencié par rapport aux véhicules conventionnels, puisqu'on parle de moins 70% d'émissions sur le cycle de vie. Mais dès qu'on monte en puissance sur des batteries plus puissantes et des véhicules qui ont des poids beaucoup plus élevés, ben là, effectivement, on reste encore sur un avantage concurrentiel, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc il faut regarder l'ensemble des coûts d'abattement dans les transports. Je vous invite à regarder le rapport de France Stratégie en 2021 et le tome 2 sur les coûts d'abattement dans le secteur des transports. Mais le coût rapporté aux émissions évitées, c'est-à-dire le coût généralisé des différentes options, pour faire très rapide, il faut regarder évidemment le coût à l'achat, la consommation des véhicules, le prix des carburants, quels que soient les vecteurs énergétiques utilisés, la fiscalité, parce qu'on a tendance à oublier que derrière, pour l'instant, la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques, l'État récupère une fiscalité qu'il va devoir récupérer ailleurs. Donc là aussi, pour l'instant, il y a une certaine incertitude. C'est-à-dire que si on enlève les véhicules conventionnels thermiques, où on pourra récupérer je crois que c'est 15 milliards, 18 milliards d'euros pour le budget de l'État. Et ce n'est pas négligeable. Se pose aussi l'intensité d'usage des véhicules, le coût des infrastructures, des réseaux, des bornes de recharge, les externalités environnementales, pas seulement les émissions, mais aussi la pollution sonore, la qualité de l'air, etc. Donc, je ne vais pas aller plus loin, mais on voit très bien que dans les arbitrages de choix technologiques, quels que soient les transports, soit le transport routier, aérien ou autre, on a vraiment ces questions-là que je trouve centrales dans les débats. Merci beaucoup. On a bien compris avec Air France et SNCF que les nouveaux vecteurs énergétiques vont être assez centraux aussi dans vos stratégies. Monsieur Deshaies, quelle collaboration et planification vous prévoyez pour sécuriser les volumes nécessaires aux futurs trains décarbonés ? Je vais faire juste un très léger rebond sur ce qui vient d'être dit. Je pense que quand on voit les investissements qu'il y a à réaliser, c'est intéressant de penser écosystème, c'est-à-dire de se dire comment est-ce qu'on peut mutualiser les coûts d'investissement qui sont nécessaires à organiser cette transition, et notamment sur l'électrification des usages. Alors pour répondre à la question, d'abord ce qu'il faut noter, c'est que à horizon 2040, nos besoins d'électricité ils vont augmenter. Même si on est plus efficace en termes de gestion de l'énergie, en réalité le transport ferroviaire, on a une courbe de croissance du transport ferroviaire, et donc les besoins électriques du système ferroviaire vont augmenter. En plus de ça, on va transitionner du matériel diesel vers des tractions électriques, qu'elles soient batterie ou hydrogène, puisque en amont de l'hydrogène, il y a l'électrolyseur. Il faudra de toute façon de l'électricité pour faire rouler nos trains. Alors justement, sur la question de l'électricité, jusqu'à la crise de 2022-2023, c'était assez simple. On achetait de grandes quantités d'énergie, et on avait 4-5% de nos achats qui se faisaient sur le spot, sur ce qu'on appelle le marché spot. Et côté carburant, on achetait des grandes quantités de carburant qu'on redistribuait ensuite sur l'ensemble de nos stations de service. Et on avait des traders qui nous faisaient une composition de notre mix avec ce dont on a droit sur l'AREN, avec des contrats long terme, des PPA et puis le spot. 2022-2023, ça change la donne. En fait, les quelques pourcents qu'on a achetés sur le marché spot, que j'ai évoqué juste avant, ça a doublé notre facture énergétique. Une telle volatilité des prix que, évidemment, pour nous, ça menace notre structure des coûts. Et donc, la question qui va se poser pour nous, c'est comment est-ce qu'on va faire pour maîtriser ce coût de l'énergie
alors que, les scénarios RT ont été cités, alors qu'il va y avoir une volatilité des prix beaucoup plus importante. Globalement, la puissance nucléaire installée, elle va rester à peu près stable. Par contre, les ENR, elles vont beaucoup augmenter dans notre mix énergétique. Ça va amener de la volatilité. Et cette volatilité, nous, on n'est pas en capacité de la supporter en tant que telle. Il y a certains industriels, ils vont réussir à faire une manœuvre, c'est de décaler leur consommation. C'est déjà pas facile pour beaucoup d'acteurs industriels, mais pour nous, ferroviaires, je vous laisse réagir. Si jamais je vous dis, vous ne pourrez pas prendre votre train à 8 h, mais à 11 h du matin, vous allez probablement râler un petit peu. Donc nous, on a vraiment peu de marge de manœuvre pour décaler nos consommations. Donc nous, on va s'intéresser au stockage d'énergie et à l'autoproduction, parce qu'on a créé une filiale en début d'année dernière qui s'appelle SNCF Renouvelable, qui a vocation à solariser une bonne partie de notre foncier ferroviaire. On est le deuxième propriétaire foncier en France. L'objectif à terme, c'est d'associer le stockage avec la production d'ENR de manière à pouvoir faire en plus de l'autoconsommation et de réduire notre dépendance au prix du marché de l'électricité. Voilà, ça c'est pour la partie électricité. Alors sur la partie biocarburant, donc il n'y a pas, comme je disais tout à l'heure, l'enjeu il est moins sur le CAPEX, il est un petit peu sur le surcoût à l'achat du litre de biocarburant. Là où on sent qu'il y a encore des progrès à faire, c'est dans la structuration des filières d'approvisionnement, que ça soit pour le baissant. Alors celle-là, elle est à peu près organisée, mais il y a une question de volumétrie disponible sur le marché. Si nous, demain, on veut mettre du biocarburant dans tous nos trains, il va bien falloir qu'on épuise un petit peu les stocks qui existent aujourd'hui. Et puis pour le HVO, c'est pareil, c'est une filière qui est encore émergente. L'HVO était fait avant avec de l'huile de palme, nous c'était hors de question. Maintenant il y a une autre filière avec les huiles usagées qui sort, mais elle n'est pas structurée. Donc la question c'est comment est-ce qu'on sécurise ces approvisionnements pour pouvoir garantir notre performance d'exploitation. Je pense que l'HVO fait partie des sujets où il risque d'y avoir un peu de concurrence des usages. Et j'en finis rapidement sur l'hydrogène. Alors l'hydrogène, il y a une vraie difficulté à faire émerger une filière hydrogène transport en France, surtout que la dernière version de la stratégie nationale hydrogène a concentré les investissements publics vers l'industrie et pas vers les transports. Et donc la difficulté, c'est d'arriver à consolider suffisamment de consommateurs d'hydrogène pour justifier de l'installation de très gros électrolyseurs et donc faire un passage à l'échelle de la production et baisser les coûts d'hydrogène. Je parle d'hydrogène vert évidemment, là, je ne parle pas d'hydrogène gris. Voilà, et donc là, la notion d'écosystème et de mutualisation des coûts qu'on évoquait précédemment est absolument essentielle. Sans ça, on n'arrivera pas à avoir un hydrogène compétitif. Nous, on veut modestement jouer notre carte on est partout on maille partout dans les territoires, on a une consommation qui est prévisible sur plusieurs années, sur des volumétries qui sont quand même intéressants, donc on veut jouer notre rôle dans l'organisation de ces écosystèmes hydrogène territoriaux. Merci beaucoup. Et pour M. Stuber, j'ai vu passer que Air France avait contractualisé, je crois, 1,5 million de tonnes de SAF avec Total Energy assez récemment pour les 10 prochaines années. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement central pour vous. Comment Air France voit la sécurité d'approvisionnement de SAF, de l'hydrogène et ce genre de choses pour subvenir à ses besoins? Oui, en effet, on a eu cette annonce publique là un peu récemment, cette semaine dernière. En fait, un peu au même titre que la SNCF, Air France, d'un point de vue volumétrie et consommation en ce qui nous concerne de kérosène, finalement, on a un acteur majeur et on a un devoir d'impulser une filière en amont. Vous mentionnez Total Energy et on a mentionné l'hydrogène. Ce qu'il faut avoir en tête, a été mentionné tout à l'heure, la notion du puits à la roue. Donc, toute la chaîne de valeur, finalement, énergétique. Pour ce qui nous concerne dans l'aérien, on parle de whale to wake, donc du puits au décollage, finalement. Et typiquement, quand on parle d'hydrogène et d'aviation, on a tout de suite en tête l'aviation propulsée à l'hydrogène en tant que vecteur énergétique. Mais la réalité des choses, c'est qu'en fait, on retrouve l'hydrogène bien en amont et d'ores et déjà dans la chaîne de valeur. Typiquement, un acteur comme Total Energy, c'est un des plus grands consommateurs d'hydrogène dans le pays pour ses raffineries, pour désulfurer le pétrole brut qu'il reçoit dans ses raffineries. Donc, il faut retrouver de l'hydrogène dès aujourd'hui, consommé par les raffineries pour produire notamment du kérosène. Étape d'après, je le mentionnais tout à l'heure, quand on va être amené à produire des carburants de synthèse, vous avez besoin de CO2 et d'hydrogène. Et étape finale, éventuellement, l'utilisation de l'hydrogène en vecteur énergétique. Donc on voit qu'en fait, quand on parle ne serait-ce que d'hydrogène, il y a toute une panoplie d'insertion de cette molécule
dans les différentes solutions technologiques qui sont devant nous. D'un point de vue sécurisation des approvisionnements, on a également mentionné la stabilité des cadres réglementaires et de la visibilité réglementaire. Pour ce qui concerne l'aérien, on a la chance d'avoir eu cette visibilité réglementaire au travers de RefuelEU, qui est finalement la politique énergétique au niveau de l'Europe, et notamment son volet RefuelEU Aviation, qui a défini finalement des mandats d'incorporation pour les metteurs à la consommation de carburant d'aviation dans les aéroports, à compter de 2025 jusqu'à 2050, avec une montée progressive de ces mandats d'incorporation de carburant d'aviation durable. Pour mettre des chiffres derrière ces mandats, on va commencer en 2025 avec un mandat d'incorporation de 2%, et qui va aller crescendo en 2030 avec 6% et 2050 70%. Ça donne une certaine visibilité, ça c'est clair. En revanche, on sait d'ores et déjà que pour ce qui s'agit de nos objectifs de décarbonation, ces feuilles de route réglementaires ne seront pas suffisantes. Pour vous donner quelques chiffres, je mentionnais les 6% de mandats au départ de l'Union européenne. Bon, pour un acteur comme Air France qui fait un certain nombre de vols intercontinentaux, faut bien avoir en tête que 6% au départ de l'Europe, en fait, vis-à-vis de nos consommations à nous, ça représente davantage de l'ordre de 4%, puisqu'on fait un certain nombre de départs en dehors de l'Union européenne. Et vis-à-vis de ces 4%, nous, on s'est donné comme ambition en 2030 d'incorporer 10% de carburant d'aviation durable. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que la visibilité réglementaire qu'on a eue au travers de RefuelEU Aviation et des mandats d'incorporation, finalement, ça vient, entre guillemets, sécuriser, en tout cas donner une certaine visibilité, peu ou prou sur une petite moitié de ce qu'on escompte comme incorporation d'ici 2030. Donc il y a quand même cette deuxième moitié pour laquelle, là, la visibilité, elle se fait au travers de notre portefeuille de projets et, comme vous le mentionnez, le type d'accord qu'on peut faire avec un acteur comme TotalEnergies. Et donc là, c'est tout le travail de nos équipes du Fuel Procurement en interne chez Air France, d'aller discuter avec un certain nombre d'acteurs en diversifiant au maximum les typologies d'acteurs et de technologies qui sont mises en œuvre pour sécuriser ces 10% à horizon 2030. Ok, parfait, merci beaucoup. On va essayer d'accélérer un petit peu, on a peut-être un petit peu de retard. On va continuer. Sur la partie 3, du coup, sur les évolutions politiques et réglementaires, on a déjà parlé un peu que le côté réglementaire était très important. Monsieur Dehaye, les réseaux ferroviaires, ils ont subi depuis quelques années, de nombreuses années, des investissements au profit des infrastructures routières. Quelles sont les conditions pour avoir un nouvel essor du train et donc une décarbonation de la mobilité, comme on peut l'entendre dans certaines stratégies? Alors je vais juste rajouter un point très rapide promis qui fait le lien entre la question précédente et celle-ci. C'est sur le sujet des batteries. En fait, on va avoir maintenant des batteries, évidemment beaucoup de batteries dans les véhicules particuliers, on va avoir beaucoup de batteries dans nos trains. On a un sujet quand même de souveraineté industrielle sur cette question-là. Aujourd'hui, 70% des batteries, elles sont faites en Chine et 80% des matériaux nécessaires à la production des batteries est en Chine. Et en plus, ils ont un marché qui, évidemment, absorbe une partie de la production. Donc, il y a une vraie question quand même, quand on parle de planification, c'est comment est-ce que, et même d'un point de vue réglementaire, comment est-ce qu'on protège nos filières industrielles d'un dumping des prix chinois sur la question des batteries. Je reviens sur la question. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, on a une ambition dans le ferroviaire, c'est de doubler la part modale entre 2030 et 2040. Cet objectif, il se décline en 3 axes et à chaque fois, il y a des conditions un peu différentes sur chacun des 3 axes. Le premier, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les lignes de desserte fine du territoire. C'est les lignes que vous avez dans vos TER et où il n'y a pas forcément beaucoup de circulation. La première condition, elle vient plutôt des industriels du ferroviaire, c'est d'améliorer l'attractivité du ferroviaire en termes de coûts, en termes de services. Et on a cité un rail route tout à l'heure pour le fret. Là, en l'occurrence, c'était pour le voyageur. C'est qu'on a développé une capsule qui est en cours de développement, dans lequel il y a une quinzaine de personnes et qui est capable à la fois de circuler sur des voies ferroviaires, mais aussi de sortir du réseau ferré pour aller sur la route. L'objectif étant d'aller récupérer des voyageurs à des points précis et de leur ramener sur le réseau structurant SNCF. Donc il y a une question d'attractivité. Il y aurait une condition, alors qui est moins sympathique celle-là, c'est le management par la contrainte.
c'est de légalement contraindre l'usage du véhicule particulier de manière à forcer évidemment petit à petit un report modal vers les transports collectifs, ferroviaires ou autres. Hein. Le sujet, c'est surtout de passer au collectif. Enfin, le dernier sujet sur la ligne de desserte fine du territoire, c'est un problème de pédagogie. On a vraiment, je pense qu'on n'est pas du tout encore au point sur l'accompagnement des populations dans les territoires pour expliquer les impacts de la mobilité sur les émissions de gaz à effet de serre. Deuxième axe, je vais vite, promis. C'est, je sens le poids du regard. Le deuxième axe, c'est le RER métropolitain dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, l'objectif là, c'est de développer des réseaux denses de transport collectif autour d'une vingtaine de grandes métropoles en France. On n'a pas les mêmes capacités d'investissement que ce qu'on avait à l'époque, et donc il va falloir qu'on innove sur les modèles de financement. Alors on se reposait beaucoup dans la stratégie des RER métropolitains sur l'État. On nous avait promis 100 milliards qu'on ne va pas avoir, et on pressent qu'avant qu'on ait une nouvelle capacité d'investissement de l'État supplémentaire à confier aux ferroviaires, il risque de se passer un petit peu de temps. Et donc il va falloir qu'on soit bigrement créatif pour aller chercher des modèles de financement pour aller déployer ces RER métropolitains partout en France. On est encadré, il y a une loi qui encadre le développement des SERM aujourd'hui. Et puis je dirais juste un mot à propos du client, c'est qu'il y a un vrai effort à faire sur la simplification du parcours client, de la billettique, faciliter ce qu'on appelle le door-to-door, de manière... Et là, on parlait d'intermodalité, j'en ai pas parlé du tout pour l'instant dans mes propos, mais c'est évidemment essentiel. Hein. Nous, on pense qu'on a un rôle structurant dans la mobilité, mais ça se fera jamais sans les autres modes de transport. Ça a été évoqué pour l'aérien, c'est vrai pour les mobilités douces, c'est vrai pour la voiture, avec la gestion des parkings. Donc on a beaucoup de choses à faire de ce point de vue-là. Voilà, comme on est un peu en retard, je vais juste conclure mon propos sur 2 points. Le premier, c'est que le ferroviaire, comme beaucoup de domaines industriels, c'est un temps long. Donc si on n'est pas en capacité, d'un point de vue de l'État, à faire de la planification industrielle et à donner des objectifs à 20 ou 30 ans, on va faire des allers-retours technologiques permanents, on va dépenser beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie pour finalement pas atteindre nos objectifs. Donc il y a vraiment une nécessité aujourd'hui d'avoir une planification industrielle sur la question du mode ferroviaire. Et le dernier, j'en conclurai par ce propos-là, c'est que le sujet, c'est pas le ferroviaire, c'est la mobilité collective dans l'idéal. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut traiter le sujet de décarbonation. Merci beaucoup. Monsieur Stuber, Air New Zealand, ils ont annoncé cet été qu'ils ont renoncé à leurs objectifs Science Based Target Initiative pour 2030, donc leurs objectifs climatiques. Ça indique un peu les problèmes que peuvent avoir des compagnies aériennes pour tenir leurs objectifs climatiques. Comment vous voyez l'avenir du transport de passagers aériens dans un monde contraint ? Oui, on a vu cette annonce passer cet été. Bon, une chose, c'est que ça montre l'ambition qui est devant nous et les enjeux, surtout à un horizon 2030 qui finalement, comme on vient de le mentionner, que ce soit pour le ferroviaire ou pour l'aérien, on est sur des échelles de temps et des investissements qui sont sur le temps long. Donc pour nous, 2030, finalement, c'est dans relativement peu de temps. Bon, je pense que maintenir ces objectifs en ce qui concerne Air France, parce qu'Air France est aussi engagé dans cette démarche Science Based Target au même horizon de temps 2030, ça montre que, je mentionnais tout à l'heure, le gap entre le réglementaire et nos ambitions de 10% de SAF, en fait, pour nous, c'est une absolue nécessité de conserver ces objectifs vis-à-vis de la société civile, de nos parties prenantes. Et encore une fois, on a un rôle à jouer dans l'émergence de cette filière, pour notre propre décarbonation. On l'a évoqué pour les sujets de souveraineté et d'indépendance énergétique. Donc, pour le moment, on maintient le cap. On fait tout ce qu'on peut pour essayer de faire émerger cette filière, notamment au travers des achats de carburants d'aviation durable que peuvent être amenés à faire nos clients corporate, notamment, pour venir adresser leurs émissions de Scope 3 liées au transport aérien de leurs collaborateurs. Mais voilà, c'est tout le travail qui est devant nous de faire, finalement, d'amorcer la pompe de ce sujet carburant d'aviation durable. Ok, merci beaucoup. Et dernière question, du coup, pour conclure un petit peu cette table ronde avant de passer aux questions. Monsieur Mirabel, à l'échelle nationale, quelles politiques publiques sont nécessaires pour finalement atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone ? En 2 minutes. En 2 minutes. Alors, moi je pense, et tout le monde est conscient de cet état-là, quand on voit les chiffres, il faudra du top-down, malheureusement, c'est-à-dire des politiques publiques drastiques.
Voilà, je pense qu'on n'a pas le choix. On peut parler de sobriété, d'efficacité. Tous les leviers ont été évoqués. Mais si derrière, il n'y a pas les instruments économiques réglementaires ou incitatifs, dans tous les cas, on aura des politiques drastiques. Et dans cet environnement-là, des politiques drastiques, moi je vois 4 éléments, mais je vais aller très vite. Et puis ça pourra donner lieu à des questions ou des discussions. Premier élément, la notion d'écosystème de mobilité qui a été évoquée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer agir sur la décarbonation des transports sans parler d'aménagement. Si je prends les transports urbains, l'aménagement urbain est une priorité si on veut changer les mobilités. Clairement, les urbanistes, ils parlent aujourd'hui de villes compactes, de mixité fonctionnelle. Ben, je crois que c'est ce qui permettra de faire des villes à portée de main, qui permettra ensuite de rejoindre d'autres régions par le train ou par d'autres modes moins carbonés, mais c'est la priorité. Deuxième élément, il faut prioriser de manière temporelle les politiques publiques. Si je reprends les mobilités urbaines comme exemple, on ne peut pas imaginer interdire l'accès aux villes ou mettre des péages urbains à hauteur des niveaux qu'on a à Londres si en amont, on n'a pas mis en place les moyens de transport alternatifs, les investissements de pistes cyclables, de possibilités d'utiliser des modes actifs ou des modes doux. Donc ça veut dire qu'il y a une séquentialité des politiques publiques à mettre en œuvre. Troisième point, les questions d'équité. On le voit, toutes les études sur la taxe carbone montrent que les populations principalement touchées, ce sont les premiers déciles de revenus. Quelque part, l'équité territoriale, il faudra en tenir compte. L'équité verticale, toute la question de la redistribution, et je pense qu'on ne pourra pas se contenter de chèques mobilité à 100 €. Il va falloir aller beaucoup plus loin dans les politiques redistributives. Et dernier point, l'enjeu majeur de mon point de vue, c'est l'acceptabilité par les populations. Je crois que vraiment, aujourd'hui, on a identifié les changements technologiques, on a identifié les changements de comportement ou le pari sociétal dont on parlait tout à l'heure, mais il est urgent de mettre en place des politiques en informant les gens et peut-être en mettant en place les mesures d'accompagnement qui permettront de faire accepter les politiques. Edgar Morin, 2003, parlait d'éducation de civilisation, je cite, éducation à la consommation bien sûr, éducation à l'automobile, intoxication automobile, il parle, éducation au tourisme et j'en passe. Donc voilà, je pense que derrière, on est sur des écosystèmes dont il va falloir vraiment s'approprier et le rôle de l'État va être fondamental là-dedans, le rôle du système éducatif et je pense qu'il y a une imbrication qui font qu'effectivement, on peut parler d'un écosystème de transport dans la décarbonation. Parfait, merci beaucoup à vous trois, c'était super intéressant. On va pouvoir passer à une douzaine de minutes de questions. Bonjour, merci beaucoup, c'était très intéressant. J'ai plusieurs questions que je vais essayer de rassembler. Je trouve que vous avez beaucoup parlé de l'offre technologique et des vecteurs pour la satisfaire. Je trouve que vous n'avez pas tant mis en avant d'autres solutions. J'en adresserai rapidement une pour le transport aérien, qui est le taux de remplissage des avions, qui me paraît quand même un point fondamental. Je suis étonnée de la remarque du transport ferroviaire sur l'éducation des citoyens. Quand pour faire les Ouches-Antibes, il y a 15 heures de train, le citoyen renonce, tout simplement. Donc c'est pas une question d'éducation, c'est une question d'adéquation. Et d'adéquation à des modes de vie et des contraintes qui sont parfois indépassables. Et ensuite, je trouve aussi que vous n'avez pas remis en question des postulats. Alors, premier postulat, électrification. Oui, d'accord, mais quand j'arrive à la frontière italienne, l'électricité n'a pas le même caractère décarboné que celle produite en France. Donc le train, tout de suite, devient un mode de transport très carboné. Donc ça n'est pas une vérité définitive. La mobilité avec le transport en véhicule particulier, est-ce que c'est une bonne option avec donc la 69, des décisions quand même qui sont très lourdes au niveau infrastructure, qui correspondent à des investissements importants, alors qu'on nous explique que les infrastructures ferroviaires, par exemple, nécessitent d'abord une adhésion du public. Donc il y a un problème d'œuf et de poule. Donc ma conclusion dans toutes ces réflexions, c'est que
il y aurait peut-être une option, ça serait de diversifier en fait l'offre de mobilité. Et Air France, vous avez abordé l'idée d'un TGV aérien associé. Donc, est-ce que c'est pas ça le futur finalement de ces entreprises qui offrent de la mobilité, que celle de s'associer entre différentes modalités, de sorte que du vélo jusqu'à l'avion, finalement, on ait une cohérence qui permette de changer complètement le paradigme dans lequel on est complètement englué aujourd'hui. Merci. Peut-être Monsieur Stuber, vous voulez commencer? Vous avez évoqué le taux de remplissage, donc là on est sur un sujet d'efficacité. On l'a clairement en tête, puisque je mentionnais nos enjeux sur l'autre pan qui est le changement de vecteur énergétique et l'incorporation de SAF. Grosso modo, quand on arrive à gagner 1 point de remplissage, donc de load factor, comme vous l'avez dit, d'un point de vue de notre objectif de baisse en intensité lié à notre objectif SBTI, en fait, c'est 1% de SAF en moins à incorporer pour même résultat in fine. Dans un cas, l'optimisation du remplissage, c'est des revenus en plus. Grosso modo, ça se passe bien. 1% de SAF en plus, pour vous donner ce que ça nous a coûté l'année dernière, on a mis un peu moins d'1%, ça nous a coûté près de 100 millions. Donc ce taux de remplissage, c'est clairement un levier qu'on va chercher à mobiliser et à maximiser. Avant toute chose et avant même d'essayer d'incorporer du SAF pour contrebalancer ces taux de remplissage non optimisés. Et sur l'autre sujet que vous avez évoqué, je parlais de l'offre Train Plus Air. En fait, c'est plus qu'une idée, c'est un produit qu'on met à la disposition de nos clients dès aujourd'hui. C'est-à-dire que sur le site Air France, quand vous cherchez, je sais pas, je vais vous dire Arras, New York, en fait, vous pouvez avoir une offre Train Plus Air avec le segment Arras, Roissy, Charles de Gaulle qui vous est offert via un billet TGV. Et c'est un billet unique qui vous permet de faire cette origine-destination Arras-New York. C'est déjà concret. Du coup, je peux peut-être faire Vous vouliez réagir peut-être à... Oui, je voulais juste dire que... En fait, c'est pas juste d'associer les offres, c'est de s'impliquer. C'est-à-dire, je gère à la fois des avions et des trains. Donc c'est ça qui changerait pour moi le paradigme. Mais bon, peut-être que vous allez compléter. Oui, je vais faire un élément de complément et de réponse aussi à cette question. Si je ne l'ai pas suffisamment mis en emphase, c'est une erreur dans mon discours parce que la multimodalité et l'intermodalité, c'est tout à fait central dans notre stratégie. On travaille bien sûr, on a beaucoup de coopération à l'échelle de chaque territoire avec des opérateurs de mobilité douce ou des opérateurs de bus de manière à pouvoir fluidifier les échanges. On a beaucoup de travail à faire, on n'est pas du tout au bout du chemin, mais en tout cas c'est un axe très important pour nous. On est en train d'étudier par ailleurs, là c'est plus d'un point de vue d'innovation, le fait d'organiser nous-mêmes SNCF du transport collectif pour aller récupérer des personnes dans les territoires qui sont vraiment isolés, notamment les PMR et les personnes âgées. Donc on raisonne dans cette logique d'écosystème. Simplement, c'est vrai que de notre point de vue, grâce au maillage du réseau aujourd'hui, le ferroviaire est intéressant pour ramener globalement les gens sur le ferroviaire. Mais ce n'est pas une vérité absolue, c'est plus une philosophie. Donc je suis complètement d'accord avec l'importance de la multimodalité, de l'intégration des modalités entre elles, et on n'est pas au bout du chemin. Sur la question de l'éducation, le premier point, la première condition que j'ai évoquée, c'était d'abord l'attractivité. Ce n'était pas juste du point de vue du client, c'était aussi du point de vue d'avoir un modèle économique qui tient. Et de pouvoir faire les bonnes maintenances qui permettent d'augmenter le nombre de circulations, de pouvoir avoir plus de trains qui soient mis. Et pour ça, il faut qu'on revisite le système. On ne peut pas le faire avec les modèles actuels sur des lignes qui sont peu circulées. Et ben, malheureusement, l'équation économique ne tient pas et petit à petit, il risque d'y avoir une dégradation du système. Donc il faut qu'on réinvente notre exploitation ferroviaire, notre matériel roulant et notre gestion de notre infrastructure pour réussir à justement avoir des offres qui soient plus flexibles, moins coûteuses et plus flexibles dans les territoires pour éviter de se retrouver dans le cas absurde que vous évoquez, d'avoir évidemment des dizaines d'heures de train pour faire
une distance relativement faible. Et donc la partie éducation, elle vient après ça, ou en parallèle de ça. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a un travail encore pour, en effet, motiver les conducteurs de véhicules particuliers à aller vers un transport collectif. Non, je voulais dire un mot, merci pour la question sur la 69. Ben, on est complètement à contre-courant. Je veux dire, le système des transports routiers, c'est un système dans lequel l'offre crée sa propre demande. Donc c'est à l'inverse complètement de ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire qu'on est en train de favoriser les déplacements en transport routier de marchandises ou transport routier de voyageurs en créant de nouvelles infrastructures. Alors que les villes ont compris, je vois à Montpellier, on réduit l'usage de la voirie. Donc il y a de moins en moins d'infrastructures réservées pour l'automobile qui sont transférées vers des pistes cyclables ou des chemins piétonniers sécurisés. Donc je pense que tu as totalement raison, c'est à contre-courant complètement dans la politique de décarbonation des transports, puisque clairement c'est absolument pas vers quoi il faut tendre, puisque aujourd'hui la majorité des politiques font machine arrière. L'organisation des villes est en train de se restructurer complètement, on réduit l'espace pour la voiture et on le transfère pour d'autres usages. Avec des conséquences d'ailleurs sur les périphéries des villes, sur des parkings, des stratégies de parking notamment qu'on doit mettre en place pour pouvoir réaccéder au centre-ville. J'ai oublié de répondre à la question sur le mix énergétique. Chaque pays en Europe a en effet un mix différent. Alors on ne peut pas raisonner uniquement à l'échelle française, mais aujourd'hui le mix français il est quand même bien décarboné. On va avoir une augmentation de la part des ENR. Donc dans le cas français, l'électrification semble, et pendant une durée encore assez importante, être une bonne solution. Mais de toute façon, il n'y a pas de solution unique. Chaque technologie, malheureusement, va devoir travailler sur ses cas d'usage et sur le fait d'étendre son cas d'usage. Et chaque pays va devoir adapter, évidemment. Il n'empêche que la question de ce qu'on doit faire à l'échelle de l'Europe pour homogénéiser le mix énergétique et pour homogénéiser le fonctionnement du ferroviaire reste un enjeu majeur de notre point de vue, notamment pour baisser les coûts. Une autre question peut-être. Bonjour, Vincent Mazovic, Schneider Electric. Juste pour François, parce qu'il vient de dire que l'offre crée sa propre demande, il y a un autre secteur, le digital, où c'est exactement ça. Il n'y a pas de satiété parce qu'on renouvelle plus vite que la demande. Ma question n'est pas celle-là, j'aurais pu la poser ce matin après la table ronde sur l'industrie. Je m'interroge sur la valeur d'exemplarité de la France, voire de l'Europe, puisque vous avez commencé à en parler. Bon, on va être positif, vous allez nous faire un super réseau de transport décarboné. Mais ma question est, vous avez cité des constructeurs qui ont des tailles mondiales, aussi bien d'avions que de trains. La question du mix énergétique des pays, voire l'Italie, très proche d'ici quand même, invalide en partie un certain nombre d'objectifs qu'on peut avoir ici. Si tant est que ça a du sens de parler de mix énergétique national à partir du moment où les réseaux sont interconnectés. Mais enfin, ça, c'est un débat. Donc ma question, c'est, OK, la France est une vitrine. Quelle valeur d'exemplarité ou de modèle ou de long terme elle peut offrir à la décarbonation du transport mondial? Parce que l'enjeu de la décarbonation du transport, je suis désolé, mais c'est pas en France. C'est dans les pays en développement, c'est le Brésil, etc., etc. Donc, il y a un enjeu, effectivement, en Europe, mais quel est l'intérêt, finalement, d'avoir une Europe vitrine dans un monde qui ne suit pas une trajectoire identique? Ou, à l'inverse, est-ce que vous pensez vos stratégies françaises avec une idée de... alors, pas dans l'hyper-compétition, évidemment, mais de collaboration dans lesquelles il y aurait des enjeux autres que la compétitivité à l'international? Commencer. Ouais, je peux rebondir juste un tout petit point là-dessus. Nous, en ce qui nous concerne le transport aérien, évidemment, on est une compagnie basée, on s'appelle Air France et on parle de la France. En revanche, c'est vrai que vis-à-vis de nos compétiteurs internationaux, on a un vrai sujet de level playing field. Pour le dire autrement, je mentionnais tout à l'heure nos ambitions d'incorporer 10% de SAF en 2030. Il faut bien voir que ça a un coût qu'on va retransmettre d'une façon ou d'une autre dans le prix du billet.
Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'un passager français qui veut faire un Nice-Singapour, par exemple, ben, en 2030, il aura l'option de prendre un vol Air France Nice-Paris, Paris-Singapour, ou de passer par Turkish Airlines et de faire Nice-Istanbul, Istanbul-Singapour. Donc, en ce qui nous concerne, nous, compagnie aérienne basée en France, internationale, on a un vrai sujet de faire pour le mieux vis-à-vis de notre trajectoire, mais en s'assurant que les distorsions de concurrence qui seront forcément présentes à un moment ou à un autre, elles soient au maximum atténuées, parce que sinon on se met en risque d'être dans de vraies difficultés de compétitivité. Et l'autre point que je voulais mentionner, c'est que du principe même d'une compagnie aérienne internationale, on uplift des carburants partout dans le monde où on opère. Et donc cette transformation du vecteur énergétique et notamment de la consommation de carburants d'aviation durable, pour ce qui nous concerne, elle n'interviendra pas uniquement en France, mais finalement à chaque point du réseau où on est amené à opérer. Donc on aura quelque part un impact aussi sur un certain nombre de territoires en dehors de la France. Voilà une partie de la réponse que je peux apporter. Merci. Okay, pour un rapide complément, je dirais la première difficulté qu'on a, nous, c'est qu'on ne part pas d'une feuille blanche. On a le mix français, mais vous l'avez évoqué, ça se traite aujourd'hui à l'échelle européenne, mais c'est surtout notre réseau, en fait. On vit avec le passif de notre réseau, donc on construit nos solutions décarbonées sur la base de l'état du réseau actuel, c'est-à-dire qu'en gros, la moitié de notre réseau est aujourd'hui électrifié. Il n'empêche que dans la question de comment est-ce que notre modèle, entre guillemets, peut servir à la décarbonation dans d'autres régions du monde, je dirais il y a deux dimensions. Il y a aujourd'hui, on n'est pas du tout, le robinet à financement, il n'est pas du tout ouvert. On est vraiment sous contrainte industrielle. Et donc, on repense un peu nos modèles d'exploitation ferroviaire, nos modèles d'infrastructure de manière frugale. On pense à l'électrification frugale, des sujets de courant continu que vous devez bien connaître. Et donc, on a la question, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir des modèles d'électrification frugale qui sont valorisables à l'export ? L'autre sujet, c'est qu'on est dans des collaborations, en effet, assez importantes avec notamment des pays asiatiques, mais on n'est pas à la même échelle. La Chine, c'est plusieurs milliers de kilomètres de LGV par an et de manière continue. Nous, les projets de... Donc, en fait, on est sur des rythmes qui sont complètement décorrélés l'un de l'autre. Donc, on a des collaborations, notamment d'un point de vue de la recherche, avec les équipes, nos homologues en Asie, mais pas que en Asie, pour valoriser ce modèle-là. Il y a nécessairement une adaptation à faire parce que ils partent pour le coup d'une feuille blanche et donc ils ont un peu une histoire à écrire avec leur propre modèle d'approvisionnement énergétique. Merci beaucoup à vous trois.